La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Née en 2020, Bondir est une association à but non lucratif fondée par des chefs dont l'envie était d'en finir avec les violences systémiques en cuisine. Et pour cela, la première action de Bondir est de sensibiliser les jeunes directement dans les écoles. Mettre le sujet sur la table, ouvrir les discussions et dire haut et fort, ce n'est pas normal. Marion Goetelet et Jade Genin ont toutes deux fait partie de l'équipe fondatrice de l'association. Sujet qui leur tient particulièrement à cœur, elles s'engagent avec Bondir à lutter contre ces violences qu'elles ont aussi connues. Depuis 2021, Bondir réalise en moyenne une 20aine d'interventions chaque année qui permettent de toucher des milliers d'étudiantes. Alors au menu de ce nouvel épisode des Enquêtes Papilles, pourquoi l'association a-t-elle été créée ? Comment lutte-t-elle au quotidien contre les violences ? Y a-t-il eu des changements dans le monde de la restauration ces dernières années ? Et comment réagir face à ces violences ? Bonne écoute ! Bonjour Marion, bonjour Jade. Salut Léa. Comment est-ce que vous allez ? Ça va bien, super. Et je suis ravie de pouvoir discuter avec vous à nouveau et puis je suis ravie de discuter de ce sujet qui me tient à cœur, qui n'est pas forcément un sujet des plus joyeux, mais qui est important. Déjà, peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ça vient d'où Bondir ? Comment est-ce que c'est né ? Bondir, c'est né d'un collectif de femmes qui se sont posées pas mal de questions sur le système dans lequel on évolue dans le milieu de la restauration et qui se sont à un moment donné posé des questions et qui se sont rendues compte qu'en fait elles n'avaient pas vraiment envie de continuer à évoluer dans un milieu qui était comme ça, aussi violent, et surtout que ce soit plus la norme en fait d'être toutes ces violences qu'il y avait dans la restauration. Et du coup c'est né comme ça de rencontres entre plusieurs femmes qui ont fait le même constat à un instant T et qui avaient envie de faire bouger un peu les lignes ensemble et un peu en même temps. Donc c'est né de rencontres, de la même envie et du même constat au même moment, quoi. Et parce que si on parle directement des faits, c'est quoi ? Enfin, tu vois, tu dis on n'avait plus envie de ça, etc. C'était quoi les faits ? Tu vois, je sais pas, quand on est extérieur ou même juste le mettre en lumière, quoi. C'est quoi la réalité ? On n'avait plus envie qu'il y ait une violence systémique dans les cuisines, dans la restauration en général, où en fait on prend l'excuse du rythme, du stress, du service, etc. pour adopter des comportements violents dans les cuisines qui sont vraiment innés, dont on a l'habitude et du coup qu'on subit un peu de manière fataliste. Et c'est tout ça qu'on avait envie d'enrayer en montrant qu'on pouvait travailler avec une certaine exigence sans violence. Ouais, c'est des violences qui peuvent prendre différentes formes. Donc ça peut être des violences morales, orales, parfois physiques, même si c'est pas forcément le cas, mais en tout cas ça prend différentes formes. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'aider aussi les gens parfois à identifier ce que ça peut être, parce que comme le disait Marion, c'est tellement accepté, on entend beaucoup de gens dire c'est comme ça, le milieu de la cuisine, qu'en fait d'abord il y a un travail, je pense, de déconstruction à faire et aussi d'identification de ce qu'est une violence. Exactement, en fait le point commun de tous et toutes les participants de l'association, c'est qu'à un moment donné, on a vraiment fait le constat qu'on subissait
toutes ces violences comme si c'était quelque chose de normal et d'intégré. Et en fait, juste à un moment donné, on s'est posé et on s'est demandé si on pouvait faire le même métier sans violence. Et voilà, on est tous arrivés et du coup, on est tous arrivés à cette même conclusion, quoi, assez simplement. Mais c'est vrai que quand on est dedans, on a l'impression que c'est la seule manière de travailler. Ouais, je pense qu'on a... En fait, nous, ce qui nous a beaucoup gênés aussi, c'est qu'on apprend aux jeunes à avoir un seuil de tolérance beaucoup plus élevé que celui qui devrait être. Exactement. Et Jade, comme moi, on a connu, de par nos expériences, des gens qui, sans être forcément violents, mais travaillent dans le stress, dans le dur, dans le... pression psychologique. Ouais, exactement, la pression, etc. Depuis 20 ans, 30 ans, tous les jours, c'est-à-dire tous les jours de l'énervement, tous les jours du stress, tous les jours, voilà, le fait de gueuler pour le moindre truc qui va pas. Ça, on l'a connu toutes les deux de par nos expériences. Et sans que ce soit forcément des mauvaises personnes, bien au contraire, mais juste qui ne se rendent même pas compte qu'elles travaillent comme ça dans des conditions qui personnellement sont hyper difficiles à vivre en plus, parce que c'est tout aussi fatigant et en fait voilà, on se rend compte qu'on peut travailler de manière complètement différente, mais effectivement sortir de ce point de vue, et même par exemple mes parents qui ont leur restaurant depuis 30 ans, sans qu'ils fassent de violence, ils ont pris cette habitude de travailler dans le stress et de faire tous les services dans le stress. Et en fait, sortir de ça, c'est hyper compliqué. Donc, on comprend bien que pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler dans la restauration ou qui ne connaissent pas ce secteur, ils se disent je comprends pas, oui, c'est logique qu'il ne faut pas de violence dans le secteur. Oui, c'est logique, mais quand on s'est habitué à travailler sous pression, sous stress, etc., en fait, c'est assez difficile d'en sortir comme ça et de naturellement faire son travail d'une autre façon, en fait. Ouais, je pense aussi sous couvert d'instaurer une discipline dans les équipes. C'est très souvent justifié par ça. Qui provient probablement du fait que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le travail en cuisine n'était pas du tout sous le feu des projecteurs. Ouais. Donc c'était ce qui se passait en cuisine, en fait, sortait pas trop de la cuisine. Je pense que c'est aussi pour ça que les mouvements, justement, commencent un peu à se mobiliser. C'est parce que la cuisine est plus mise en avant qu'avant. Ouais. Et du coup, ça commence à intéresser les gens, ce qui s'y passe. Et sans critique, c'est vrai qu'avant, on n'aurait pas donné la parole, que ce soit dans les presses ou dans des podcasts, à des gens qui auraient eu ce combat-là, quoi. Parce que je pense que c'était peut-être pas assez. Et surtout à des femmes. Ouais. Parce que, voilà. Donc il y a aussi l'époque actuelle qui fait que le métier de cuisinier est plus valorisé, qui permet aussi d'avoir ce mouvement-là. C'est marrant parce que ça a aussi pas mal... cette médiatisation et cet intérêt pour la cuisine, ça a abouti sur des cuisines ouvertes. Il y a eu vraiment une mode de cuisine ouverte, que ce soit dans les restaurants, dans les bistrots et même dans les restaurants gastronomiques. Comme pour dire, voilà, vous allez vraiment voir tout ce qui se passe. Et malgré ces cuisines ouvertes, moi j'ai travaillé dans des gastronomiques avec des cuisines ouvertes où il se passait beaucoup de violence derrière. Donc on a l'impression que tout se passe bien. Que tout se passe bien. Et voilà, c'est vraiment une façade. Et c'est vraiment c'est assez difficile à déceler. Mais parallèlement à ça, je pense que de la même manière que quand on est client, on a une responsabilité, en tout cas on recherche un aspect écologique. Et en fait, les clients ont vraiment une responsabilité de la même manière. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est le rôle de tout un chacun, de la même manière que aujourd'hui les clients sont beaucoup plus attentifs à l'aspect écologique des restaurants. Et à la manière dont ils travaillent les produits, et d'avoir des produits de saison et des bons produits, etc. Et on le sent dans tout type de restauration, qu'il y a vraiment une recherche aussi de la part des clients des bons produits. Et de la même manière, moi j'aimerais vraiment qu'il y ait ce même travail-là sur le côté humain.
sur la façon dont ont les restaurateurs de traiter leurs équipes et aussi leurs collaborateurs en général, leurs fournisseurs, etc., etc. Parce que moi, j'ai vu aussi, souvent les restaurants dans lesquels ça se passait mal, ils insultaient leurs livreurs aussi, ils insultaient les fournisseurs, etc., etc. Donc, c'est en général tout l'écosystème qui est assez violent et assez malsain. Et aujourd'hui, je pense que moi, je sais que je fais ce travail-là. Je vais pas dans des restaurants. Je sais que derrière, ça se passe mal. Si, après, des fois, on peut pas. Tu peux pas savoir. Identifier, quoi. Moi, je sais que j'ai déjà eu des clients qui me disaient ah oui, je suis allée manger dans ce restaurant où tu travaillais. Je sais que il est dur, hein, mais bon, voilà, on est allé manger quand même. Non, en fait, c'est pas possible. Surtout à Paris, il y a quand même le choix. Donc, je pense qu'on peut faire ce travail-là aussi. Enfin, voilà, ça fait partie de la conscience du consommateur qui est importante, je trouve. Mais c'est vrai que je pense que c'est assez compliqué à déceler. Enfin, peut-être qu'effectivement, il y a des cas où tout le monde le sait, mais sinon, tu vois, c'est hyper dur de savoir comment est-ce que... Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Après, peut-être ce que Marion voulait dire, c'est que s'il y a si les gens sont au courant... Oui, du coup, que tu le prennes en compte. Prennent en compte. Effectivement, c'est pas demander de faire un travail d'enquête avant d'aller au resto. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais en fait, j'en ai croisé plus d'un qui était au courant de ce qui se passait dans la cuisine et qui allait quand même. C'est dommage parce qu'il y a plein de super chefs à Paris qui se comportent très très bien. Donc, oui, autant. Et est-ce que quand on est une femme, ces violences-là, elles sont décuplées ? J'imagine qu'il y a d'autres violences qui rentrent en compte. Il y a d'autres violences qui rentrent en compte. Mais est-ce que... je sais pas comment dire, mais est-ce que ça va de pair, ou est-ce que des fois c'est juste de la violence c'est la même pour tout le monde, pour toute l'équipe? Est-ce que des fois c'est encore plus dur? Il y a les deux, bien sûr, c'est pas une violence qui est réservée aux femmes, mais je pense qu'il y a parfois où elles ont pu trinquer un peu plus par le fait qu'elles sont minoritaires. Alors même si ça évolue de plus en plus, je pense qu'avant il y avait énormément de restos où il n'y avait pas de femmes en cuisine, ou alors une femme en cuisine. Et du coup, nécessairement, quand tu es la minorité, tu es une cible un peu plus simple. Disons qu'on est plus régulièrement la cible de violences sexuelles. Après, moi j'ai connu un peu les deux. J'ai connu des restaurants où j'étais traitée sans plus de violence que les autres. Et j'ai connu, et la plupart du temps où il y avait des restaurants avec de la violence, j'ai pris plus cher que les autres de par mon sexe, effectivement. Donc, voilà, mais c'est pas une, comme disait Jade, il y a un peu des deux, c'est pas une règle en soi, mais c'est vrai que ça rajoute. Puis en fait, il y a ça rajoute un côté facile, effectivement, sur la sexualité, quoi. Ouais, et puis il y a certaines cuisines où il y a vraiment encore un côté machisme très profond, et du coup où ces mecs-là ont un peu envie de te dégoûter de la cuisine presque pour que tu quittes, tu jettes ton tablier, mais toi-même, que ce soit pas lui qui te dise arrête parce que t'es une femme, parce que t'as pas vraiment le droit de dire ça, mais te pousser un peu à bout pour que t'arrêtes parce que c'est un peu chasse gardée leur cuisine et qu'ils ont pas envie de rendre ça accessible aux femmes. Et du coup, l'association, quand est-ce que vous l'avez rejoint chacune? À la création. Et ça existe depuis quelle année? Alors, officiellement depuis mai 2021. Ok. Et en fait, elle est non officielle depuis septembre 2020. Ouais, c'est un peu. Ouais. Septembre 2020, ouais. Elle a fait aussi suite à ce qui s'est passé avec l'affaire de Taku Sekin. Le fait que cette affaire-là soit assez médiatisée nous a fait nous prendre conscience et nous poser des questions et nous dire oui, c'est vrai, en fait, nous aussi on subit ça, pas avec Taku Sekin forcément, mais on l'a subi, etc. Ok, faut en parler et en fait ça nous a un peu donné l'impulsion pour en parler. Donc après il y a eu le décès de Taku qui a un peu malheureusement bloqué la parole en fait, parce que les journalistes ont été accusés d'avoir été à l'origine du suicide de Taku Sekin, ce qui est évidemment absolument pas vrai, mais du coup ça a stoppé un peu net toute cette enquête et tout ça. C'est dommage parce qu'il y avait quand même
il y a quand même des victimes qui ont un droit de parole et qui doivent être entendues, je trouve, et qu'on a vraiment laissé sous le tapis suite à ce suicide qui est malheureux, mais qui est la faute de personne en fait. Et voilà, et puis nous, suite à ça, en fait, on n'a pas voulu lâcher parce qu'à partir du moment où on a ouvert la brèche, en fait, on s'est rendu compte de tout ce qu'on pouvait faire, du fait qu'on n'était pas seuls, du fait qu'on était toutes d'accord sur la même chose. Et voilà, et du coup, on a démarré un peu toutes nos actions et voilà. Donc justement, ces actions, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre ces violences, pour agir, pour sensibiliser ? L'action principale, c'est une action de sensibilisation, donc d'intervention dans les écoles, qui ne vise pas à éradiquer la violence, parce que ça, malheureusement, on n'a pas le pouvoir, mais qui vise plutôt à justement avertir les jeunes de ce qu'ils sont en droit de refuser. Et aussi de leur dire que c'est pas une généralité, qu'il y a des établissements qui fonctionnent différemment et qui sont pas obligés de se cantonner à un endroit où ça se passe mal, et au contraire les encourager à leur dire que si ça se passe mal, ils peuvent bouger. Ça, je crois que c'est l'action principale. Ouais, c'est l'action principale. En fait, l'important, c'est vraiment déjà de leur donner les clés pour déceler quand ils sont dans des situations de violence. Ouais. Donc c'est ça vraiment le point central de nos interventions. Des choses qui n'étaient pas forcément faites déjà dans les écoles. Ouais. Il y a beaucoup d'écoles, il y a quand même beaucoup d'écoles, soit ils disaient rien, soit peut-être même ils préparaient psychologiquement les élèves à ce que ça se passe mal. Ce qui est super gênant en fait, parce qu'il y a tout un système. Les jeunes en école de cuisine, ils ont quoi, 15-16 ans quand ils commencent. Ouais. C'est hyper jeune. Enfin, moi, à 16 ans, vraiment, on aurait pu me façonner absolument comme on voulait. Donc, si à 16 ans, on te met dans la tête que c'est OK et que de toute façon, c'est comme ça, après, c'est très difficile de faire marche arrière. Et en plus, du coup, tu participes à perpétuer le système tel qu'il est. Donc, je pense qu'à notre niveau, c'est la meilleure action qu'on puisse faire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour nous, en tout cas. Et vraiment, ces interventions, elles sont hyper importantes pour nous, et on essaye aussi pour les élèves, mais en tout cas, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qui était le plus utile. Et donc, on s'est basé en fait sur des formations en ligne, en fait, ouvertes à tout ce que donnaient nous toutes sur les violences, et notamment les violences conjugales, etc. Et on a réadapté ces formations-là à ce qu'on avait vécu nous en cuisine, etc. pour trouver des exemples et comprendre aussi. Puis ça nous a permis aussi nous de comprendre les violences qu'on avait vécues en cuisine. Donc c'était un gros travail à faire aussi de prise de conscience et après de retranscrire ça en intervention. Et du coup, vraiment de pouvoir donner les clés, parce qu'en fait, vraiment, c'est basé sur nos expériences. Où nous, moi, je sais que, par exemple, il y a des entreprises où vraiment j'ai été victime de harcèlement très, très intense et très violent, et que je m'en suis rendu compte des années après. Et quand j'étais dedans, j'étais absolument pas consciente que j'étais en situation de violence. Et du coup, nous, notre but, c'est vraiment de leur dire, voilà, quand vous vous retrouvez typiquement dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation, c'est que y a quelque chose de pas normal, il y a quelque chose de malsain. Vous devez garder vos deux yeux ouverts et être alerte, parce que on est dans une situation qui peut déraper, mais vraiment, c'est de leur donner les clés pour ça. Et ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment de leur donner les clés sur comment on réagit quand on est victime de ça, et comment on réagit quand on est témoin d'une agression, d'un harcèlement ou quelque chose. Donc ça, c'est vraiment le cœur de nos interventions. Et après, à côté de ça, on fait des petits quiz pour faire un bilan sur leur connaissance sur les termes juridiques. On garde vraiment des temps d'échange et de discussion sur ce que c'est le management positif, sur qu'est-ce qu'on met en place dans nos entreprises pour que ça se passe bien, et sur évidemment beaucoup d'échanges avec eux, de répondre à leurs questions qui sont toujours très différentes en fait, chaque classe dans laquelle on intervient. Donc voilà, garder vraiment un temps d'échange avec eux pour pouvoir... Et des fois, on se rend compte qu'on fait presque un peu d'éducation sexuelle aussi, parce qu'il y a un manque en fait au sein des écoles, pas partout. C'est vraiment très différent
de par les écoles, mais il y a vraiment des écoles dans lesquelles on était où on sent sur le moment quand on y est tout l'impact qu'on a et la nécessité de faire ces interventions. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour nous et que c'est notre action principale. Et ce qui est chouette, je pense, pour les étudiants, c'est qu'ils parlent à des professionnels de la restauration. Donc ça leur donne tout de suite l'idée que tous les établissements sont pas forcément violents. Si c'est dispensé par des membres du corps étudiant, du corps enseignant, l'impact, je pense, sera un peu différent. Donc ça, c'est aussi ce qui fait la force de l'asso et de ses interventions, je pense. Je répète bien. J'allais vous demander, c'est quoi les retours un petit peu que vous avez sur ces interventions-là de la part des élèves? Parce que c'est vrai que tu vois, je trouve quand t'as 15-16 ans, en vrai t'es très très jeune et malgré tout, même si t'as eu une formation comme ça, est-ce que t'es capable tu vois, de réagir quand t'es face à cette violence, tu vois, ou est-ce que... Parce que c'est un peu le problème, tu vois, en vrai, c'est que certes tu l'intègres et tout, et puis finalement, quand tu te retrouves, tu peux te dire ah oui, mais peut-être que, et enfin, tu vois, jusqu'au moment où en fait t'es pris dans le truc et. Non, mais je pense que ils ont pas forcément la capacité tout de suite de réagir. Mais... Ouais, c'est de donner des premières clés. Ouais, c'est ça, et c'est surtout, je pense, que c'est hyper important de planter une petite graine et de savoir qu'il y a des gens qui considèrent que c'est pas normal. Et que ça fonctionne pas comme ça partout. Ça peut être juste ce qu'il faut d'encouragement pour que le gamin il se dise j'en parle à mes parents. Parce que souvent ils vont pas oser parce qu'ils ont l'impression que c'est de leur faute et du coup ils ont un peu honte d'en parler à leurs parents. C'est pas que des gamins défavorisés qui n'ont pas de parents, donc il y en a, ils sont super entourés par leurs parents et ils vivent quand même ces situations, ils osent pas leur en parler. Donc ça peut être juste un tout petit coup de pouce qui manque pour pouvoir en parler à son entourage, à ses parents ou à quelqu'un qui va aider. Bien sûr, je pense que quand on fait une intervention dans une école, on ne peut pas prétendre aider les cas de manière individuelle. Mais juste s'ils savent qu'ils peuvent avoir une main tendue et aussi éventuellement, ça peut leur montrer que leur école est prête à entendre leur retour. Donc leur montrer que leur école cautionne ce genre de discours et du coup qu'ils sont prêts aussi à entendre ce qui ne va pas dans leur expérience. Ouais, que s'il y a un problème, ils peuvent aller se retourner vers leur école. Ouais, c'est ça. Et après, il y a eu aussi des fois des retours d'élèves qui nous écrivaient du coup sur des papiers de manière anonyme. Moi, j'ai vécu ça et ça. Est-ce que c'est du harcèlement ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est... voilà. Et donc, déjà, ils peuvent prendre conscience de ce qu'ils ont potentiellement vécu déjà en stage. Et après, faut pas non plus être complètement utopique. Il y a des élèves qui écoutent pas du tout ce qu'on leur dit, qui nous regardent comme si on venait d'une autre planète et qu'on comprenait rien à leur milieu. C'est un peu le jeu en fait. Nous, on essaye d'aider au maximum. Après, voilà, on peut pas faire entendre notre discours à tout le monde. Mais moi, je sais que si j'avais eu cette intervention-là à l'école hôtelière, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas acceptées pendant plusieurs années. Donc, c'est ce que je me dis à chaque fois que ou même chaque qu'on fois peut qu'on le supporter fait. différemment. Oui. Et pas forcément se remettre en question soi. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi un peu un engrenage qui peut venir de là. Parce que quand on dit violence, les gens ils s'imaginent tout de suite quelque chose de très brutal, mais ça peut être des petites choses, mais qui se font tous les jours. Qui est encore pire. Ouais, et qui peuvent vraiment entamer la confiance en soi. Et parfois on peut l'accepter, mais il y a des gens qui peuvent décider de l'accepter parce qu'ils sont dans un super resto et qu'ils veulent leur expérience. Mais on peut au moins savoir que c'est pas soi le problème. Et déjà, rien que ça peut aider, je pense. Ouais, déjà, en fait, tout simplement ouvrir la parole sur ces sujets-là. Parce que moi, je me rappelle qu'à l'école, on n'en parlait pas du tout, quoi. Et donc, on revenait de stage, on avait vécu des trucs hyper violents, de chefs qui nous tenaient des discours à caractère sexuel hyper violents. Et en fait, quand tu te retrouves à la table de la cantine avec tes copines, tu dis pas, en fait, moi, mon chef... il m'a demandé si je faisais des bonnes fellations et vous, enfin, voilà. Donc en fait, on est complètement isolés dans ce genre
de situations et en fait nous ces interventions elles servent aussi à ouvrir les discussions et souvent on leur dit parlez-en entre vous en fait, écoutez ce que les uns les autres ont à dire parce que vraiment en l'occurrence on sait pas ouvrir les discussions là-dessus donc c'est hyper dur quand on reste seul. Et notamment quand on est dans des brigades, qu'on se fait insulter par son chef et que personne ne réagit, c'est super dur. Enfin, ça, dans tous les cas, c'est un problème sociétal, entre guillemets. Genre, dès que t'es victime de violence, le problème, c'est que t'as l'impression que c'est de ta faute et donc t'en parles pas, etc. etc. quoi. Mais c'est vrai que je trouve que, tu vois, alors c'est peut-être moi d'un œil très extérieur, mais tu vois, j'ai l'impression que finalement, le monde de la cuisine n'a pas non plus trop fait son MeToo. Qu'il y a eu dans plein d'autres secteurs et qui a permis, tu vois, un petit peu ce que tu disais, de se rendre compte que, en fait, quand t'es complètement extérieur à un milieu, il y a plein de choses que tu sais pas non plus, tu vois, et du coup, après, de pouvoir te dire, je sais pas, moi, tel réalisateur, j'ai plus envie de regarder ces films parce que je sais que... Mais comment est-ce que vous pouvez... Enfin, est-ce que ça s'explique, le fait déjà qu'il n'y ait pas eu ça pour le monde de la cuisine ? Est-ce que c'est parce que c'est un milieu dont on parlait pas encore autant à l'époque ? Est-ce que ça va arriver ? Enfin... je pense qu'il n'y a pas eu un MeToo dans le sens où il n'y a pas eu de dénonciation de noms. Ça. Oui. Déjà parce qu'il y a beaucoup de noms, je pense, clairement. Ensuite parce que derrière, nous on n'est rien, on peut donner les noms, mais derrière, qui va nous croire ? Est-ce qu'on va pas être... Puis moi je sais que j'ai jamais eu envie d'être Marion Goettler, chef du Café Mirabelle, associée à... ayant vécu des violences chez tel chef. On n'a pas envie d'être associé à eux. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai pas du tout envie d'être associée à eux. Oui, puis la dénonciation simple, c'est un mode d'action qu'il faut quand même prendre avec mais c'est clair, mais tu vois, du coup, comment est-ce que... Parce que, moi, plus je me dis... Du coup, il y a toutes les sensibilisations qu'ils ont pour tous les jeunes qui vont arriver, en fait, dans ce milieu-là. Mais pour tout ce milieu qui existe encore, parce que, du coup, il y a quand même un peu une omerta où personne ose... du coup, ça continue, quoi, non ? Est-ce que, je sais pas, est-ce que, en fait, quand on est dans ce secteur-là, tout le monde est un peu au courant et du coup, il y a, en fait, effectivement, des choses qui bougent. Je sais pas, je voulais dire plutôt dans le sens où, est-ce que malgré tout, ces dernières années, il y a des changements qui ont été observés on arrête d'aller travailler dans tel restaurant Moi, j'en ai observé, en tout cas, déjà, de manière générale, la génération Z, elle est beaucoup moins conditionnée à être bonne élève que ce que nous on l'a été. Donc déjà ils acceptent de base beaucoup moins de choses. Donc il y a un mouvement qui provient d'eux. Il y a aussi un mouvement naturel qui provient du fait que c'est quand même plutôt mais c'est plutôt des chefs de plus vieux que nous. Qui ont ces comportements-là ? Oui, vraiment. Donc il y a une sorte aussi de remplacement naturel qui fait que les nouveaux chefs, alors je fais pas de généralité, mais en proportion, se comportent différemment. Ou au moins se posent un peu des questions justement parce que il y a beaucoup plus de femmes qu'avant dans la cuisine, donc ils se permettent plus de... Moi je sais qu'un jour... C'est pas le même profil social les cuisiniers de maintenant et les cuisiniers d'avant. Parce que ça revient à ce qu'on disait. Moi je me rappelle mon père, quand il était... Donc qui a été cuisinier mais chocolatier, il disait toujours quand j'étais plus jeune que les cuisiniers on les appelait les crasseux. Et il disait moi je suis un crasseux. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est plus du tout qui est plus du tout dans le aligné avec la perception qu'ont les gens de la cuisine, tu vois. Donc ça aussi ça attire d'autres profils de gens qui du coup ont peut-être pas les mêmes mêmes attentes. Et puis je pense que vraiment ils sont posés des... Moi je sais ça faisait longtemps que j'avais plus pensé à cette histoire, mais ça me revient. Parce que avec mon mari, on parle beaucoup de ces sujets-là. Lui aussi, il a grandi dans la cuisine comme moi. Enfin, un peu moins que moi parce que c'est pas dans sa famille, mais en tout cas, il a commencé jeune aussi comme moi. Et il me disait, quand il était en Italie, on lui disait toujours que la panna cotta, ça devait avoir la texture de sein qui tremble. Ce qui en plus c'est franchement ça donne pas faim. C'est surtout il faut quand même avoir un peu d'imagination pour trouver la bonne texture et un jour on en discute et je dis mais est-ce que tu te rends compte que même si on t'a répété ça pendant 10 ans
que c'était la bonne texture, c'était des seins qui tremblent. Ce qu'il me dit, je ne sais même pas comment l'expliquer autrement. Je lui dis, mais tu vas trouver, et puis tu vas pas l'expliquer comme ça, du coup. Parce que, en fait, faut... Mais voilà, c'est des petits travaux à faire quotidiennement. Et tous ces chefs de cette génération-là sont amplement capables, parce qu'eux, sont amplement capables de pas du tout faire des blagues graveleuses ou des associations sexuelles aux moindres faits et gestes de la cuisine. Voilà, parce que effectivement, comme disait Jade, c'est plus les mêmes générations, c'est pas le même contexte. Voilà, on vient de plein de milieux maintenant dans la cuisine, alors que avant c'était moins hétéroclite et du coup, et puis comme dit, il y a de plus en plus de femmes. Donc moi, c'est ce que je disais, mais tu te rends compte, si t'as une femme dans ta cuisine, tu peux pas dire que la texture de la panna cotta doit avoir la texture des seins qui tremblent, quoi. C'est pas possible en fait. Ça peut que la mettre mal à l'aise, donc c'est juste pas possible. Et voilà, et donc c'est tout des petites choses en fait moi je pense que tout ça bouge vraiment profondément. J'espère qu'il y a des choses que j'ai vécues dans des cuisines il y a 10 ans qui aujourd'hui dans ces mêmes cuisines ne se passent plus. Vraiment, j'espère profondément, et je pense. Parce que je pense qu'aujourd'hui on l'est, mais bon, il faut arrêter de fermer les yeux sur ce qui se passe. Et moi, je sais que, en fait, j'en veux aussi pas mal aux collègues que j'ai eus pendant des années qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais rien dit et qui m'ont laissé me faire insulter copieusement et harceler sexuellement parce que c'était peut-être plus facile de rien dire, quoi. En fait, non, on peut pas laisser faire les violences comme ça, quoi. C'est pas possible de laisser faire quand on a des gens dans des équipes qui sont insultés. Enfin, moi, je me rappelle aussi de réflexions hyper racistes sur notamment les plongeurs qui étaient d'origine pakistanaise ou sri-lankaise. Mais des trucs racistes, mais j'en revenais pas, je pensais que j'entendais pas bien, quoi. Enfin, c'est des choses qui doivent plus arriver, en fait. Peuvent plus arriver, quoi. Et moi, j'ai vécu des situations d'insultes hyper violentes avec des personnes très importantes de l'entreprise qui étaient présentes, qui avaient vraiment un poste haut placé et qui ne disaient absolument rien. C'est pas possible. C'est pour ça, je trouve. C'est pas ça le vrai problème derrière les violences, mais c'est un des problèmes, c'est que en fait personne dit rien. Donc même si toi t'en as conscience, c'est hyper dur je trouve, tu vois, de dire tout seul, excuse-moi, mais c'est problématique, tu vois. Et dans la part d'équipe, c'est plus que, tu vois, par rapport au fait que comme vous formez dans les CAP, c'est des gens encore très jeunes. Donc est-ce que malgré tout dans l'équipe, tu vois, ils sont capables de... Malheureusement, je pense que parfois, c'est ça, du coup, est-ce que ça change maintenant? Tu peux toi-même avoir peur de bouger. Bah oui, c'est le problème. Ouais. Et donc moi, ce que je conseille souvent, c'est juste si ça se passe mal, il faut pas rester. Il faut pas chercher à faire changer l'endroit où t'es. Il faut pas chercher à obtenir gain de cause et qu'on reconnaisse que, en tout cas à l'instant T. Après, il y a des situations qui méritent un traitement légal, et là, il faut chercher à reconnaître la situation. Mais sinon, il faut d'abord partir sans avoir honte de partir, et après on voit comment on gère la situation. Mais moi souvent c'est ce que je conseille, parce que pour avoir été témoin de quelques situations qui n'étaient pas géniales, si on essaye de la faire changer, c'est peine perdue. Oui, c'est ça. C'est peine perdue. Puis c'est pour ça que tu vois, en plus quand t'es jeune, que t'arrives dans une équipe où du coup t'as pas le poste le plus haut placé, tu vois, t'es pas vraiment incité à... Ah non, c'est impossible. À prendre la parole, quoi, je pense que c'est pas nécessaire et c'est pas utile. Je pense qu'il faut partir. Et après, une fois qu'on a parlé à des gens de confiance, parents, moi je dis souvent les parents parce que souvent c'est des jeunes, voir s'il y a d'autres étapes à prendre, à faire. Mais pas, ça sert à rien, par exemple si c'est son chef qui est violent envers le jeune, ça sert à rien que le jeune il essaye d'aller parler au chef. Oui, non, c'est ça. Ça sert à rien. Un con reste un con, tu vois, donc c'est pas hyper utile. Mais il faut juste, moi je pense qu'il faut déculpabiliser le jeune sur le fait de pas rester.
Mais c'est pas une ligne facile parce que tu vois, la restauration, c'est quand même des boulots difficiles. Il y a quand même beaucoup de tâches ingrates. Et c'est difficile aussi, il faut pas confondre violence et répétition du travail ou tâches peu glorieuses, tu vois. Moi, mes équipes, ils font 2-3 heures de ménage par jour. Et c'est pas parce qu'on leur fait faire le ménage tous les jours que c'est de la violence, quoi. Donc il y a aussi une ligne à trouver qui est pas facile dans notre discours. Mais est-ce qu'il n'y a pas... je me mets à la place, tu vois, d'un jeune, etc. Est-ce que si tu dis... Du coup, tu prends la décision de partir pour cette raison-là. Bon, j'imagine qu'en vrai, c'est quand même un peu implicite de pourquoi tu pars. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de... Puisque, tu vois, c'est quand même un petit milieu, est-ce que tu peux pas avoir peur de dire que, en fait, justement, tu vois, la violence continue et en fait, on dit, bah non, lui, il est nul, le prends pas chez toi, tu vois. Et du coup, est-ce que ça peut pas créer un effet... On peut se dire ça dans sa tête. Très franchement... Ça arrive sûrement, mais je pense que les gens ils s'emmerdent pas en fait. Parce que ça arrive, mais ça change arrive, rien, mais en fait. parce que je pense que tu vois, c'est pas une situation où un jeune il a été pris en grippe parce que vraiment on l'aime pas. En fait, c'est juste qu'il est face à quelqu'un qui est humainement un peu, enfin j'ai pas d'autre mot qu'une merde, mais qui humainement en vaut pas la peine. Et du coup, en fait, il va même pas perdre son temps pour le faire chier. C'est juste sur le coup, il cherche son petit souffre-douleur. Mais après, aujourd'hui, non, mais je comprends cette crainte. Ça arrive. Enfin, moi, ça arrive, bien sûr. Je l'ai connu et tout ça, des chefs qui appellent les futurs chefs ou les anciens chefs en disant lui, c'est un connard parce que machin. Honnêtement, il y a tellement de manque de personnel dans la restauration aujourd'hui que ils ont plus le pouvoir. Et c'est justement là aussi que le fait qu'on parle dans l'assaut, ça montre qu'il y a en fait pas que des entreprises qui vont prêter l'oreille à ce genre de truc, quoi. Donc je pense que c'est le meilleur truc à faire, moi, c'est de pas rester. Et après, est-ce que vous avez justement un autre conseil, enfin quel conseil est-ce que je sais pas, tu vois, quelqu'un vient te voir en te disant bah voilà, j'ai vécu ça et ça, au-delà, enfin en plus de il faut partir, quel conseil est-ce que vous pourriez donner? Ça dépend vraiment de la situation. Ça dépend de la situation. Ça dépend totalement de ce que la personne va... Du degré de gravité. Et après, ça dépend... En fait, nous, on donne... C'est pas vraiment donner des conseils, c'est déjà être là pour écouter et juste pouvoir dire ben voilà, je t'écoute, je te crois, je te comprends. Rien que ça, c'est déjà 90% du boulot. Après, si on a un ou deux conseils à donner, par exemple, ben voilà, tu peux te mettre en arrêt maladie. En attendant que tu sois en arrêt maladie, ben, tu vas vraiment prendre le temps de te reposer. Et ensuite, quitter cette entreprise ou appeler ton école si t'es en stage et que ça se passe bien, etc. On peut donner éventuellement des listes aussi, des entreprises dans lesquelles ils peuvent aller chercher. Je pense que la situation la plus difficile, surtout, c'est quelqu'un qui aurait personne à qui parler. Parce que moi, mon premier conseil, ce serait, mis à part ce que je disais tout à l'heure, ce serait d'aller parler aux gens qui nous entourent. Parents, tantes, parrains. Mais quelqu'un de solide, quoi. Et les personnes, et le plus dur, effectivement, c'est les personnes qui vont être isolées. Parce qu'elles ont personne pour les aider à se décharger de tout ça, quoi. Et ça, là, c'est difficile. Et comment est-ce qu'on devient tous acteurs et actrices pour lutter contre ces violences? Alors tous, à l'échelle globale, c'est pas hyper facile. Ou comme disait Marion, c'est peut-être de faire limiter, attention s'il y a des choses qui sont notoirement connues. Et puis après, je pense... après, c'est une question d'éducation globale, c'est juste d'inculquer qu'il y a certaines choses qui s'acceptent pas dans le cadre du travail, quel que soit le milieu, quoi. Moi, la dernière fois, je suis allée manger dans un restaurant et j'ai trouvé que le service était... Je l'ai trouvé un peu apeuré, en fait. J'avais l'impression qu'ils avaient peur de faire le moindre pas de travers. Du coup, ils n'étaient pas du tout à l'aise dans le service, etc. C'était vraiment très robotisé. Il y avait du coup également une cuisine ouverte où j'ai décelé quelques réactions où je me suis dit ça je connais et je sais un peu ce que ça veut dire. Mais même sans connaître, on se rend bien compte que c'est pas normal de parler comme ça à son équipe. Je me suis dit voilà, je retournerai pas.
comme on disait, on n'a pas besoin de faire une enquête, mais il y a quand même énormément de gens qui savent voilà. Donc on peut quand même faire attention à la manière dont l'équipe est traitée et si on décèle des choses qui sont un peu anormales, on n'est pas obligé de revenir, quoi. Bah, merci beaucoup. Pour finir, j'ai un petit questionnaire de Proust pour vous. Déjà, est-ce que vous avez une recommandation de livre, de film, enfin n'importe quoi autour de la pâtisserie, autour des violences, enfin je sais pas, pour continuer à sensibiliser, quelque chose? Je crois que t'en as plus que moi, non? J'ai les livres de Nora Boisoni ici, Sexisme et Féminisme, qui sont super chouettes. Et après sur les... Alors pas sur les violences dans la restauration du coup et pas sur la pâtisserie mais sur les luttes féministes en général, je trouve qu'il faut aller voir il faut voir le film sur Simone Veil qui est quand même une leçon de courage et de se dire que nous lutter sur des petites choses à côté de ce qu'elle a fait, c'est vraiment pas grand chose, quoi. Donc, Ouais, sur la question de la place des femmes, il y a Mona Chollet qui est géniale, qui a écrit pas mal de livres, qui est sympa à lire. Mais là, ça dérive un peu. Ouais, t'as quand même tout ce qui est justement les violences intégrées, quoi. Parce que malgré tout, les violences en cuisine, c'est les mêmes violences. C'est une réplique de... Voilà, exactement. Est-ce que vous avez un compte Instagram de pâtisserie ou de féminisme à suivre absolument? Bondir. c'est pas vraiment de la pâtisserie, mais... Ça marche. Si ça marche. Si vous deviez décrire l'autre en une saveur, ça donnerait quoi? Décrire Marion? Ouais. Ah, le fin premier. Ah non, j'ai cru que t'allais partir en une saveur. Acidulé. Ah, j'aurais dit sucré pour toi. D'accord. Et est-ce que vous avez un mot pour résumer Bondir, tout ce combat en puissance. Un mot. Ouais. J'allais dire kangourou, mais... Puissance, c'est bien. C'est super percutant. Merci beaucoup. Super, et puis merci à toi. Bondir. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode de la série d'été. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!